Écoutez bien, soyez attentifs, c'est important, c'est les droits de l'enfant. Vous écoutez Prends-en de la graine. C'est pas de la radio, c'est du podcast. Il était une fois des petits-enfants, une quarantaine, nés très loin de la Belgique et pourtant de nationalité belge. Avec leur mère, ils étaient coincés dans des camps de prisonniers en Syrie. Leurs parents avaient été un temps, parfois longtemps, séduits par le message des intégristes de Daesh. Ces enfants avaient grandi au milieu des bombes et puis des ruines de l'autoproclamé État islamique, privés de la plupart de leurs droits fondamentaux. Ici, la question de leur rapatriement divisait l'opinion, les médias et le monde politique. Et leurs familles les attendaient. Vous écoutez Prends-en de la graine, le podcast qui éveille petits et grands aux droits de l'enfant. Prends-en de la graine. Syrie, l'indispensable rapatriement. Voici le chapitre 1. Bonjour, je m'appelle. Je suis maman de 5 enfants. J'ai ma troisième qui se trouve en Syrie. Elle est partie à 18 ans. Maintenant, elle a 26 ans. Elle a 4 enfants. Elle se trouve toujours là-bas. Je me bats pour elle. Ma vie est tournée pour elle jusqu'à son retour. Demain, ça fera 8 ans qu'elle est là-bas. Je commence tout doucement à récupérer mon identité parce que je l'avais perdue. Depuis 8 ans, j'avais perdu mon identité. On me voyait comme la maman de ou bien la maman d'une terroriste. Et on se bat déjà pour leur tirer cette étiquette-là, d'être simplement une femme à part entière. Voilà, en gros. Alors moi je m'appelle je suis la tante paternelle de 2 enfants revenus en 2019, en juin 2019 de Syrie. Donc ça a été, ils font partie des 6 fratries, enfin des 6 enfants qui sont revenus. Écoutez, nous continuons à se battre du mieux qu'on peut en tout cas, parce que nous dans notre malheur, on a de la chance d'avoir récupéré la moitié, comme je dis toujours, parce que mon frère et ma belle-sœur sont décédés là-bas, et une partie d'eux qui est revenue avec nous. On a cette chance-là et malheureusement, pas toutes les familles l'ont. Et donc voilà, donc nous on est là pour essayer de clarifier certains points aujourd'hui, du moins on l'espère. La première question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, c'est de savoir comment vous allez. On va dire, tant que ma fille sera là-bas, ça n'ira pas. Même si on rit, on continue à vivre, on continue à marcher, on continue à manger, à vivre comme tous les gens qui sont autour de là. On est là sans être là. On se bat contre nous-mêmes pour pas sombrer, pour pas laisser cette souffrance nous bouffer, jusqu'à nous bouffer entièrement, nous emporter dans un gouffre. On se bat pour elle et pour toutes ces femmes et ces enfants, et aussi pour les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi des hommes. Ces enfants, ils ont aussi des papas, ils n'ont pas que des mamans. Et pour rester debout. Moi, je dis souvent, j'ai peur de la après, parce que je ne sais pas, une fois que nos enfants seront revenus, comment nous, on va le supporter. Parce que là, c'est ce qui me maintient debout, qui m'aide à avancer et tout. Mais le jour où ils reviendront, est-ce qu'on tomberait pas, qu'on se laisserait aller? Est-ce que c'est pas à ce moment-là que nous-mêmes, on aura besoin d'aide? Ce ne sera pas que nos enfants, ce sera aussi nous. Moi, je le ressens comme ça. Je sais que c'est ce combat qui me tient debout, qui m'aide à marcher, qui m'aide à de survivre. C'est ce combat-là. Elle a relevé pas mal de points qui sont véridiques. Quand ils sont revenus, c'était l'euphorie, vous vous en doutez. On était dans l'excitation, l'envie de les voir, de savoir comment ils allaient. Et de fil en aiguille, il y a eu pas mal d'obstacles ici, point de vue administratif, mais ce n'est pas le sujet. On a eu les enfants, ils ont vécu avec nous, donc là ils sont avec nous, avec mes parents plutôt. Et la réalité nous rattrape très très vite, très très vite. Ça veut dire quoi, la réalité nous rattrape? Ça veut dire qu'on a beau imaginer l'horreur de ces enfants, quand on l'entend sortir de la bouche d'un enfant de 16 ans et d'une gamine de 10 ans, c'est l'horreur par excellence. Ces enfants vivent l'horreur par excellence. Ont vécu en tout cas, et ceux qui sont encore là-bas vivent l'horreur par excellence. Mais le pire, c'est que c'est leur quotidien.
Donc nous, on a vécu des moments, en tout cas ma maman, a vécu des moments où ma nièce venait et lui racontait des choses, mais tellement spontanément, mais vous vous dites pendant 30 secondes, mais c'est pas possible, on n'a pas pu vivre ça. Elle n'a pas pu vivre ça pour ce petit âge-là, c'est inconcevable. Donc on a beau médiatiser le camp d'Al-Hol ou d'Al-Roch, on a beau en parler dans les médias, mais je pense que les mieux placés pour parler de ça, ce sont eux. En espérant qu'un jour, ils prennent la parole, parce que je pense qu'ils sont le mieux placés. Maintenant, ça prend du temps, parce que c'est des enfants qui ont un traumatisme énorme. Nous, c'était notre combat comme vous. Mais quand ils reviennent, et c'est vrai, tout est mis en place pour ces enfants, que ce soit côté psychologique, trauma, voilà, tout. On ne pourra pas reprocher, en tout cas, au gouvernement belge de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est vrai. Mais rien n'a été fait pour les parents. Dire que c'est facile d'éduquer des enfants, en tout cas un gamin qui est en pleine crise d'adolescence, avec un vécu tel qu'il l'a eu, c'est pas évident. C'est vrai qu'on est bien entouré, ça on ne dira pas le contraire, mais la vie est là, et la vie de tous les jours est là. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué, je trouve. Vous avez eu des contacts avec depuis qu'elle est partie, épisodiques parfois, mais voilà, vous avez pu lui parler, notamment au téléphone. Est-ce que, quelque part, ça a entretenu l'espoir de son retour? Ça vous a aidé? Et puis après, quand le silence s'installe, parce que là, pour l'instant, il s'est installé depuis plusieurs mois, comment est-ce qu'on le vit en tant que maman? Et comment est-ce qu'on reste debout, justement, comme vous le disiez tout à l'heure? En fait, quand elle a la possibilité de nous contacter, on était... faut savoir, ça peut durer 2 minutes, 5 minutes. On est tellement heureux de savoir qu'elle est encore vivante et qu'elle nous dit « Khair, ça va, alhamdoulilah, je suis là », vite des petits mots. Et une fois qu'on l'aura, on va être vraiment heureux et tout ça. Et je vous assure, je ne sais pas pour les autres parents, une fois qu'il va passer 3-4 jours, je ne sais pas, il y a cette mélancolique en nous, cette douleur, ce silence de ne plus la voir. Et il est pesant, il est lourd, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle nous recontacte. Et on le sent, on entend que en fait, j'ai toujours dit, depuis 2013, on est mariés avec notre GSM. On dort avec, on mange avec, on se lave à côté du téléphone. Dans n'importe quel coin de la pièce, quand je dis n'importe où qu'on aille, ce GSM, c'est notre vie, c'est notre seul lien, c'est le seul lien qu'on a avec. C'est mon double. Si par exemple je sais que mon GSM va arriver quelque chose, non, ça peut pas. On va être en crise, on va avoir peur. Le GSM, c'est notre enfant, c'est elle, parce que c'est le seul lien qu'on a avec elle. On est seul face à tout ça. On est seul. Moi, c'est pas pour vous dire, j'ai connu des gens merveilleux, j'en connais encore des merveilleux qui sont là, avec qui je peux parler. Mais quand je rentre chez moi, je suis seule face à ma douleur, à mes questions, à tout ça. On est seul et c'est très, très, très douloureux. C'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux à supporter. Est-ce qu'on est tout le temps en questionnement par rapport à soi-même et à faire les bonnes choses, à poser les bonnes actions pour essayer d'arriver au bout? Moi, en tout cas, pour ma part, j'avais l'impression de ne pas en faire assez. Dans le sens où, en tout cas, nous, au départ, mon frère a pris la décision de prendre sa famille et de partir contre notre gré, mais bon, on ne le savait pas de toute façon. À ce moment-là, on se dit, on vit avec. On n'a pas le choix, il est majeur, vacciné, il a pris une décision. En tout cas, moi, je vous parle là au nom de toute la famille, je ne parle pas que pour moi-même. Mes parents pleuraient tous les jours. Moi, j'ai vu ma maman pas arrêter de pleurer et être dans un état... encore actuel, même maintenant. Il faut savoir qu'un enfant, quand on le perd, on le perd. Et puis, jusqu'à là, pour moi, ça allait, entre guillemets. Puis mon frère est décédé en juillet 2015, certes. Oui, c'était très dur. C'était la pire expérience, en tout cas pour moi, de ma vie. Et 2 ans après, on apprend le décès de ma belle-sœur. Et quand mon frère est décédé, on se disait, écoutez, oui, voilà, il est décédé. Ses enfants sont toujours avec une maman. Une maman, ça donnera sa vie pour un enfant. Je suis moi-même maman et voilà, donc je sais de quoi je parle. Et quand elle est décédée, c'est devenu notre combat. Vraiment notre combat. Et on n'a jamais l'impression d'en faire assez. J'aurais pu aller jusque là-bas. Je pense que, bien sûr, dans les règles de l'art, si on nous aurait dit, oui, vous pouvez aller les récupérer, on l'aurait fait.
Ce qui veut dire que quand on a, et surtout dans l'ambiance dans laquelle il faut s'en souvenir, tous ces événements se déroulent, il y a quand même un rejet très fort de l'opinion de ces personnes qui sont parties, qu'on appelle des radicalisés, que ce soit des enfants, des mineurs d'âge ou bien des adultes. On fait d'ailleurs beaucoup, à ce moment-là, on fait plus vraiment le tri entre les uns et les autres. On met tout le monde dans le même sac, tous des terroristes, tous une menace pour les Belges, les citoyens belges, pour la Belgique, pour le pays. Quand on se trouve là-dedans et qu'on est impliqué, je dirais, au niveau de sa famille, c'est une partie de soi-même qui est là et on va rechercher des êtres humains. On se trouve quand même très à contre-courant de la réalité, de l'opinion. Et est-ce que ça a une influence à ce moment-là de rencontrer des personnes qui en font abstraction de cet aspect qui est un peu passionnel, très très fort, relayé par les médias, dans certains discours politiques aussi d'ailleurs, que c'est bien de trouver des relais pour pouvoir continuer à croire en son humanité, en son combat? Écoutez, moi dans mon chemin, en tout cas moi je parle de notre expérience personnelle de la famille, dans notre chemin, on a eu pas mal d'obstacles, pas mal de portes qui se sont fermées, mais à côté de tout ça on a eu... Et j'y croyais pas. Franchement, quand on a commencé en 2017, décembre 2017, à faire les recherches, j'y croyais pas trop parce que je voulais pas parler du politique, mais les retours qu'on a eu du côté politique nous ont pas beaucoup aidés. Et puis on s'est dit, à un moment ou à un autre, il faudra bien se retourner vers quelqu'un d'autre. Et une personne nous a donné ce fameux rendez-vous avec Monsieur De Vos, avant ça avec le service tracing. Vous savez, quand vous allez à des rendez-vous comme ça, vous savez pas sur qui vous allez tomber face à vous. Et vous savez pas l'opinion de cette personne-là. Elle fait son travail. Donc vous vous dites, écoutez, cette personne-là fait son travail, mais qu'est-ce qu'elle pense au fond de moi ? Qu'est-ce qu'elle se dit de moi en tant qu'humain ? Je suis la sœur, on ne va pas se leurrer, c'est l'opinion publique, d'un terroriste qui est parti en Syrie, et tout le monde sait pourquoi. Et les médias ne nous aident pas. J'oublierai jamais les premiers rendez-vous. Je vous assure, j'allais à ces rendez-vous parce que j'étais avec mes parents. Je ne sais pas eux, c'est vrai qu'on n'en a jamais discuté, mais moi j'allais toujours à ces rendez-vous avec une boule au ventre, comme si j'allais passer mon examen, quoi. Mais pas par peur de ce que je vais raconter à ces gens-là, par crainte de ce qu'ils vont penser de moi. Parce que moi, terrorisme, ça me dit rien, quoi. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas la façon par laquelle mes parents m'ont éduquée. On est 5. On n'a pas du tout été éduqués de cette façon-là. Et encore maintenant, vous pouvez le voir, je ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est là-bas, quoi. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les médias ne nous donnent pas la chance de pouvoir dire qui on est. Même moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec des journalistes et tout. Tu as beau leur parler, dire, tu vois que ça vient du cœur et tout. Ils changent toujours les mots. Tu vois, ils changent tout. Même si... Moi, ça a été une des raisons pour laquelle on a voulu garder notre anonymat. Vous écoutez Prends-en de la graine. Ma fille, mon amour, mon cœur, tu es et resteras toujours ma fierté. Jamais je n'aurai honte de toi. Jamais je ne baisserai la tête. Je resterai debout. Je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ton retour parmi nous. J'ai mal de ton absence. Mon cœur explose dans ma poitrine quand je pense que cela fait déjà 2 ans que tu n'es plus à nos côtés. Je revis aussi le moment de ta disparition. Quelle mère, quelle maman ne s'est pas sentie démunie, perdue, face à l'absence de son enfant. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Nos vies étaient douces, jusqu'à ce 20 mai 2013, où ils m'ont privé de ta présence, privé de ta joie, de ton amour, de tes rires. Tu m'étonnais chaque jour. Tu étais une fille blagueuse, joyeuse, mais sérieuse à la fois. Tu savais te mettre en colère, mais tu pardonnais aussi facilement. Tu savais aussi encaisser et te défendre. Tu étais toujours là pour les autres. Tu aimais tes amis et l'amitié était importante pour toi. Tu aimais parler, mais tu avais aussi ton petit jardin secret.
je t'aime. Extrait du livre « Le bonheur est parti avec toi ». Prends-en de la graine. Vous écoutez Prends-en de la graine, le podcast du délégué général aux droits de l'enfant. Cyrille, l'indispensable rapatriement. Voici le chapitre 2. Vous avez toutes les deux évoqué pour vous le témoignage de vos neveux qui, quand ils se mettent à parler, évoquent des situations terribles qu'on ne peut même pas imaginer, évidemment, quand on est ici, donc des situations atroces auxquelles ils ont été confrontés dans leur parcours d'enfants et d'adolescents. Vous avez eu des contacts avec qui vous a évidemment rapporté des moments d'une violence inouïe aussi dans son parcours à elle. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui aujourd'hui encore, considérant cette horreur-là, ont pour réaction de finalement eux dire c'est bien fait pour eux, ils n'avaient pas besoin de partir, tant pis pour eux, c'est bien fait. Moi, allez, je me pose souvent cette question et tout ça. Je me dis, ils étaient jeunes, c'était des jeunes. Elle venait, moi, je parle pour la mienne. Moi, je me rappellerai toujours ma fille. Elle me disait une phrase que j'oublierai jamais. Elle me disait, je me sens inutile. Elle se cherchait, elle a cru qu'elle pouvait sauver. Moi, j'ai eu la chance, comparé à certains parents, c'est d'avoir reçu, quand les polices sont venues, la police des terroristes sont venus, ils ont fouillé toute la maison, ils ont vraiment tout mis. Ils ont trouvé des lettres. Moi, ma fille, j'ai eu la chance de m'a laissé des lettres. La police les a pris. Et j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi moins voir ces lettres, que je sais ce qu'elle veut dire, que je sache pourquoi elle est partie. Et ils ont quand même fait une photocopie, ils m'ont donné, une fois ils sont revenus, ils m'ont les. Et là, elle dit, moi, je vais aller aider les enfants là-bas, je vais être leur mère, je vais être leur père. Je vais les aider, je veux me sentir utile pour ces enfants. Elle le dit clairement, nettement dans cette lettre-là. Elle voulait servir à quelque chose. Mais alors imaginez-vous quand elle a été là-bas, elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Il faut leur donner la chance. Ça, elle vous l'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Attends, c'est une fille qui a vécu ici dans la paix, elle avait tout. Je veux dire, elle était comme toute jeune. Elle n'a jamais vécu la guerre, elle sait même pas ce que c'est seulement dans la télé, les films et tout. Allez, même si on voit des films, on voit, mais on continue nos vies, on ne s'imagine pas. Donc elle dit aujourd'hui qu'on l'a trompée, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, ce qu'on lui a vendu, c'était... Du rêve. Que là, tu pourras mettre ton... Parce que ma fille, il faut savoir qu'elle était fort à la mode, c'était une fille qui s'habillait, qui se maquillait, mais elle se cherchait. Et une fois, elle est rentrée, elle a dit, oui, je ne suis pas bien, j'aimerais bien mettre le voile. Et moi, je lui ai mis en garde, parce qu'étant travaillé en milieu scolarité et tout ça, j'ai dit, écoute, déjà, moi, sans voile, j'ai déjà eu dur à trouver un boulot. J'ai dit, tu vas voir, tu auras dur à trouver un boulot et tout ça. Et même, on veut, à nos filles, à nos enfants, on veut aussi une meilleure vie que nous. Moi, j'ai toujours laissé les choix à mes enfants. Étant musulmane, je sais que le voile, c'est important dans notre religion. Et une fois, elle est venue, elle m'a dit, je veux mettre le voile. J'ai dit, tu es sûre ? Alors, elle l'a mis. Mais moi, je vois pas, il n'y a pas de danger. Il n'y a rien. C'est même pas le voile, le danger. C'était plus les gens qui l'entouraient. Mais elle l'a mis et tout. Et alors, plus tard, ils ont dit, oui, tu vas aller là-bas, tu vas en Belgique, on ne vous laisse pas mettre le voile, on ne vous laisse pas... On leur met des choses dans la tête. Et là-bas, tu pourras mettre le voile, tu pourras te marier avec ton amoureux, tu auras des enfants, tu vas vivre. Mais ça, c'était que des mensonges. Faux mensonges. Tout était mensonge. Hein. Moi, mes neveux, voilà, contrairement à tout ça, c'est des enfants qui ont suivi leurs parents et qui maintenant, en tout cas, ça fait 2 ans ça va faire 2 ans au mois de juin qu'ils sont là. Vous les verrez, à l'heure actuelle. Mais je ne dis pas, ça a été un combat de dure haleine de toute la famille. Hein. Ce n'était pas évident, surtout pour l'aîné. Ils vont très bien. Ce sont des enfants. Certes, je dis pas, il y a toujours un trauma quelque part derrière, mais vous les verrez dans la rue et vous les mettrez avec les autres enfants, vous ne verrez pas de différence. Il faut savoir que moi, ma nièce est rentrée. La première fois que je l'ai vue voilée de la tête aux pieds. Je suis moi-même, je porte le voile. J'étais anéantie, quoi. Je disais, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est une image qu'on donne. Mon neveu est arrivé avec les cheveux longs. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une image type
qu'on veut donner, absolument. Donc les filles voilées de la tête aux pieds, excusez-moi du terme, on dirait des petits canards. Et le gamin, voilà, avec un pantalon court, des cheveux longs, casquette à l'envers. Mais vraiment, ce qu'on voit sur les camps, en fait, c'est du copier-coller. J'ai l'impression qu'ils devaient tous être habillés de cette façon-là. Où ça, peut-être que pour eux, ça voulait dire quelque chose. C'était une façon de s'habiller, une façon de se revendiquer. Mais au fond, quand vous leur parlez de l'islam proprement parlant, ils n'en connaissent rien. Oui, ils connaissent un peu. Ma nièce, j'oublierai jamais une conversation que j'ai eue avec ma nièce, parce que bon, il faut savoir qu'elle est passée d'abord par un centre, entre guillemets, avant d'arriver chez nous. Et on les avait le week-end. Et moi, je voulais pas qu'elle... Enfin, c'est pas que je lui ai dit, tu finiras par te voiler un jour ou l'autre, si tu le veux. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on nous a élevés. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'on lui a dit par rapport à ce voile. Et donc, j'ai pris ma nièce et je lui ai dit, écoute, tu sais, tu es encore jeune. En plus, ils sont arrivés au mois de juillet, il fait super chaud. T'es pas obligé de rester comme ça et tout ça. Je lui ai dit, si tu veux, tu peux mettre un t-shirt et un petit pantalon comme une petite fille de ton âge. Et alors, à ce moment-là, on devait aller au restaurant, justement. Et on est sortis devant la porte et je lui avais dit, écoute, non, tu le mets, t'inquiète pas, il n'y a rien. Et elle m'a dit une phrase qui restera gravée en moi. Elle m'a dit, oui, mais les grands messieurs vont me regarder. C'est vous dire l'image et l'idée qu'on leur a mis en tête. À quoi faut-il être attentif ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Quels sont les moments de leur retour ou de leur vie depuis 2 ans que vous avez envie de partager avec nous ? Alors, moi, si je devrais utiliser un mot quant au retour des enfants et un conseil que je peux donner, d'ailleurs je l'ai déjà donné à plusieurs réunions qu'on a eues, c'est la communication. Alors, après, avec le recul, c'est vrai que sur le moment même, j'étais dans un état catastrophique. Parce que, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que j'ai vécu avec mes neveux pendant 3-4 ans quand ils étaient là-bas, était une souffrance. Quand ils sont revenus, c'était 2 fois pire. C'est tout le contraire de ce que j'imaginais. Il faut savoir qu'après, c'était les premiers. Je ne peux pas en vouloir. Maintenant, oui, avec le recul, ça fait 2 ans, j'en veux plus, mais j'en ai voulu à pas mal de personnes. Dans le sens où cette étiquette de famille terroriste, on nous l'a bien fait comprendre à ce moment-là. Bien, parce que ces personnes-là ne nous connaissaient pas, nous connaissaient à travers un dossier, très grand d'ailleurs, mais nous ne connaissaient pas, voilà. Donc, si je devais vraiment vous faire une chronique depuis leur retour, donc ils sont rentrés, ils ont été pris en charge par SOS Enfants. Et déjà, premier obstacle, on nous a donné 1 heure précise à venir voir les enfants. Imaginez-vous, on a tous pris congé, tous ceux qui travaillaient, parce qu'on était dans l'euphorie de les revoir. On arrive, on dit « Ah mais non, on n'a pas rendez-vous avec vous ». Imaginez-vous une seule seconde dans quel état on était. Après, bon, on était tous là. Nous, c'est ce que je dis. Dans notre malheur, notre famille est très, très soudée. On est très, très soudés, que ce soit mon petit frère, ma grande sœur. Voilà, moi, je suis là, mais on est pas mal derrière. Mon mari, ma belle-sœur, voilà. Et on était tous là. Et puis, bon, au fur et à mesure, chacun se calmait. Écoute, c'est pas grave. Maman, ça... Moi, je disais à maman, c'est pas grave. Écoute, j'ai attendu 3 ans, c'est pas pour un jour ou 2 que... Non, elle voulait rien savoir. Hein. C'était catégorique qu'elle voulait les voir. On a respecté, on a rencontré les personnes, les assistantes sociales qui les prenaient en charge, on est rentrés. Donc déjà, vous voyez que la communication ne passe pas. Et puis, il faut savoir que nous, on ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Donc, quand bien même, on essayait d'avoir une vie normale. Donc, mes parents partaient en vacances à ce moment-là. On a prévenu tout le monde, je dis bien tout le monde, que mes parents partaient. Donc, mes parents partent, je prends la relève puisque j'ai toujours été là. Et il y a eu une réunion avec le SAJ en question. Et c'est là où on nous annonce que les enfants vont être placés chez nous. Et entre-temps, on fait des tests pour les week-ends. Donc, moi, une des assistantes me prend et me dit « Tu as les clés de chez tes parents, je crois que ça passera mieux. » Je dis « Oui, pas de souci, on s'installera. » Donc, hop, on prend tout le monde. J'ai aussi 2 enfants. Mon frère en avait un bébé en plus à l'époque. On prend, on y va, on s'installe chez nos parents. Bref, on passe une journée avec eux. On a essayé de leur faire changer vraiment d'air. Le lundi arrive et je vais pour déposer les enfants parce que c'était prévu. Et l'assistante sociale qui m'appelle à 9h05. Tu es où? Je dis « Écoute, j'arrive, je suis dans la chambre, j'attends que tu viennes justement. » Elle me dit « Où est-ce que j'ai la police qui est là ?» D'accord, écoute, oui, fais-les venir. S'ils doivent voir les enfants, fais-les venir, pas de souci. Et j'oublierai jamais la parole d'un des policiers qui me dit en me voyant « Ah, l'étiquette du terrorisme. On a vu les volets fermés, on a eu peur. » Les volets fermés, c'est normal, il n'y a personne chez mes parents, donc forcément, voilà. Bref, les choses continuent. Les enfants vont de l'autre côté parce qu'ils ont aussi leurs grands-parents maternels un peu plus hors Bruxelles. Et je suis chez moi. Plein milieu de la journée, là, ça sonne. Oui, bonjour madame, c'est la police. Alors tenez-vous bien. Ils ont pris des photos de chez moi.
Ils m'ont posé 1001 questions et j'ai été auditionnée pendant 3 heures. Et en fait, tout ça parce que pendant les vacances, le juge qui avait le dossier de mes neveux est parti forcément en vacances et la juge qui a pris le relais n'a pas apprécié que mes parents ne soient pas là. Et donc pensait que moi j'étais ma maman. Donc moi quand on me présente les documents, je regarde, il me faut signer, je dis mais ça c'est pas moi, ça c'est ma maman. Oui mais les enfants vont vivre ici. Je dis non, les enfants ne vont jamais vivre chez moi, j'ai pas de place, vous voulez que je les mette où? Bref. Et il faut savoir que moi j'ai des enfants à cet âge-là, un qui avait 7 ans et un qui avait 2 ans et demi. J'ai jamais vu mes enfants autant traumatisés. Oui, les policiers ont été merveilleux, j'ai rien contre eux, ils font leur travail, on leur a demandé, c'est pas ça. Et même le policier m'a dit, mais ils sont toujours aussi calmes. Je dis non, ils sont surtout effrayés de voir quelqu'un armé chez nous à la maison. Et il me dit, je suis vraiment désolée. Je dis non, je vous en veux pas à vous, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Et avec le temps, j'ai appris que c'est parce que madame la juge n'a pas apprécié que les enfants passent le week-end chez mes parents sans que mes parents soient là. Du coup, on a ordonné à mes parents de rentrer plus tôt. Donc voilà, on les a fait rentrer. On leur a promis qu'ils passeraient une semaine ou 3-4 jours avec eux. Quand ils sont rentrés, la promesse est partie. Tout ça parce que madame la juge n'a pas apprécié que. Après, oui, avec le temps, j'ai rencontré monsieur le procureur du roi qui était magnifique, enfin celui qui prenait le dossier en cours, en tout cas pour mes neveux, qui était monsieur Malinus, qui lui-même, après, et je lui ai dit, monsieur Malinus, je vous en veux pas à vous, mais je sais que vous nous voyez à travers un dossier, et là maintenant vous nous avez, nous, humainement parlant, et c'est vrai qu'il avait, à la fin du rendez-vous, c'était tout à fait une autre personne. Et c'est une personne en or qui m'a bien expliqué les choses, qui m'a dit, voilà, on était obligé de faire ça, qui pouvait vous heurter, vous, en tant qu'humain, mais on ne prépare pas assez. Il faut absolument, et je le dis et je vous le répète, vous préparer et préparer les parents ou les familles. Nos neveux nous connaissaient, ils sont nés en Belgique, ils sont partis, ils avaient 6 et 4 ans. Les autres parents, comme toi, tes petits-enfants ne te connaissent pas. C'est ça qui me fait peur, souvent j'y pense. Et c'est ça, sachant que nous, en nous connaissant, voilà, nous on a laissé un enfant, on est parti un enfant qui avait 9 ans, et quand il est revenu, il a 15 ans. C'est 2 poids, 2 mesures. Mon papa a laissé un enfant, et il a récupéré un adolescent, avec toutes les crises d'adolescence que vous pouvez vous imaginer à côté. Je dis pas, ils ont énormément évolué. C'est des enfants qui ont fait des pas de géants et je suis fière d'eux et je veux qu'ils l'entendent. Je leur dis tout le temps que je suis fière de leur évolution, je suis fière de ce qu'ils font, je suis fière du combat qu'ils continuent à mener ici niveau scolarité parce qu'ils ont ma nièce pas, mais mon neveu a énormément de retard. Mais ils continuent, toujours avec le sourire, toujours souriant et voilà. Mais c'est un combat de longue haleine. Et c'est encore beaucoup plus compliqué. Et je trouve qu'on ne prépare pas assez. On prépare les enfants, ils sont bien entourés, bien encadrés, mais on ne prépare jamais assez les parents qui vont accueillir ces enfants-là. Nous, ils nous connaissaient, toi, ils ne te connaissent pas. Et on ne va pas se leurrer, tout le monde sait la case par où elle va passer. Donc ils vont se retrouver déjà séparés d'une maman, alors qu'ils ne l'ont jamais séparée, même pas d'une seconde, et se retrouver avec une personne, c'est méchant, c'est triste à dire, mais tu vas faire tout pour que ça ne soit pas le cas, et je parle au nom de tous les autres, tu vas apprendre à les connaître. Mais il faudra du temps, parce qu'eux, ils sont tellement fermés, ces enfants, par tout ce qu'ils ont pu voir, que pour aller creuser, c'est compliqué. Mais c'est ça qui me fait peur. Souvent, j'y pense, j'en rêve. C'est mon rêve qu'elle revienne, que j'ai les 4 enfants, tu sais, c'est mon rêve. Toute ma maison est faite. Quand les policiers viennent, ils sont choqués, ils disent toujours, il faut aller voir ce qu'elle a fait. Tu vois, j'ai tout fait pour qu'ils reviennent dans le jardin des jeux, comme un parc. J'ai tout fait pour eux. Mais j'ai aussi peur, des fois, je me dis, quand ils seront là, déjà la langue, la barrière de la langue, déjà, et tout le traumatisme, tout le vécu qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas, comment, et comme tu as dit, la séparation avec leur maman, on n'a jamais été séparés dans notre vie. Nous, on a des parents, on a des tantes, on donne nos enfants, ils sont habitués à aller chez la grand-mère, chez la tante, mais ces enfants, ils dorment avec leur mère, ils se lèvent, ils sont 24 heures sur 24 avec eux. Et c'est ça qui me fait, en fait, comme tu dis, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça maintenant qu'il faut se battre, c'est pour cette préparation autour de tous ces enfants qui vont revenir, qui, ne connaissent pas la Belgique, 2, ne connaissent pas du tout comment ça se passe ici. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas l'école, ces enfants-là. Comme tu dis, la barrière de la langue. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est... Tu dis que tu as préparé
C'est beau, hein. Ouais. Mais ça fait mal. Est-ce que tu sais s'ils vont te les donner ou pas? Mais c'est ça qui me fait peur, parce que je trouve ça, allez, excusez-moi du mot, dégueulasse, ils ne nous les donnent pas. Parce que là, ils nous ont vu tout ce combat, tout ce qu'on a fait pour eux. Et tout. Qui nous dit déjà, il faut qu'ils acceptent déjà que c'est son enfant. Tu crois que pendant les guerres, elle va allez, déjà c'est dur pour elle, tu crois qu'elle va prendre tous les enfants. Allez, c'est déjà dur. Et déjà ça, ils veulent même pas admettre que c'est leurs enfants. Imagine, comme tu dis si bien, qui te dit qu'ils vont nous les donner? Écoute, nous, ils portent notre nom. On a des actes de naissance puisqu'ils sont nés ici. Voilà. Il suffisait juste d'aller dans les communes, les actes de naissance sont sortis, tous les papiers administratifs sont sortis sans problème. Et avec tout ça, quand on est passé chez le SAJ, on nous a nommés famille d'accueil. Et ça a été l'horreur pour mon papa. Parce qu'il leur dit, je tolère pas que vous écrivez que je suis la famille d'accueil de mes petits-enfants. Ce sont mes petits-enfants. Ils portent mon nom. Vous pouvez me faire les tests que vous voulez. Ils ne voulaient pas. Et même pas le tutorat. Et avec le temps, c'est vrai que papa était quelqu'un de très acharné. Et avec le temps, il s'est battu. Et il a fini par avoir le tutorat des enfants. Quand tu dis que les enfants sont revenus, ils n'ont pas pu vous voir, mais c'est ça c'est douloureux. Moi, je trouve qu'ils doivent nous donner le droit qu'on puisse... Parce qu'on attend que ça de nous les prendre dans nos bras avant qu'il se passe toute cette machine. Je comprends, mais maintenant je vais te répondre parce que j'ai eu les réponses du procureur du roi, des juges, voilà, j'ai pu avoir des réponses que, comme toi, je me posais. Pourquoi est-ce que ça fait 4 ans qu'on attend, 4 ans qu'on se bat, et quand ils arrivent, on nous dit non? Ben non, nous on était comme vous à la télé, on les regardait, on savait que l'avion était descendu, on était là. Ah bah oui, ils sont là, ils sont sur le territoire belge. C'est vrai qu'une policière a téléphoné à ma maman, parce qu'elle lui avait promis, pour lui dire, écoutez, ils sont sur le territoire belge, c'est bon, ils ont atterri, mais nous, c'est arrivé vendredi. On les a vus que mercredi. Donc, on a passé tout le week-end, et puis quand on est arrivé le fameux lundi, on nous a dit, ah non, tout compte fait, vous n'allez pas les voir, parce que c'est pas prévu. Donc, on a attendu 2 jours, et puis on a fini par les voir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toute une mise en place qui doit être faite administrativement parlant. Il y a un juge qui doit être... Le dossier doit être pris par un juge, c'est des lois, hein. C'est pas que... Et nous, tout ça, on ne le savait pas. Moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour préparer, avec ma petite échelle, parler du vécu qu'on a eu, parce qu'on ne comprend pas. En fait, nous, j'ai la même idée que toi, quand ils arrivaient, pour moi, ils arrivent, on va les voir. C'était inné, c'était comme ça, et on ne devait pas penser... Seulement... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais, mais je préfère te le dire moi, non, et te préparer, mais nous, on ne le savait pas. Non, mais nous, grâce au retour... Voilà, mais nous, tout ça, on ne le savait pas. Donc, il y a un dossier, le dossier est déjà préparé. Une fois que les enfants, on sait qu'ils reviennent, il y a un dossier, il y a un juge qui prend le dossier en charge, et ils n'iront pas chez vous directement, ils passent par une autre case. Et c'est obligatoire parce qu'ils doivent être vus médicalement parlant, ils doivent être vus psychologiquement parlant. Et encore, c'est que le début. Psychologique, c'est vraiment infime. Ils sont vus par des assistantes sociales. Nous, dans notre cas, ils étaient super. Et il y a toute une mise en place qui doit être faite et c'est ça qui prend du temps. Quand les enfants vous ont vu, quelle a été leur réaction? J'ai ma nièce qui a couru dans les bras de ma maman et mon neveu pareil. Et ils n'ont pas voulu nous lâcher pendant 2 heures. C'est ce que je dis, nous, ils nous connaissaient. Nous, l'avantage, c'est qu'ils nous connaissaient. Parlaient pas beaucoup. Oui, ça va, ça oui. Tu vas bien, oui, ça va, t'as pas faim. Enfin, nous, c'était nos priorités. T'as faim. On parlait que de... Désolée, mais on parlait que de ça. Mais c'est vrai que c'est un moment qu'on n'oublie pas. Je veux dire, la petite était au creux des bras de ma maman, parce qu'à travers elle, peut-être qu'elle... nous, on lui dit toujours, on remplacera jamais ta maman, et c'est pas le but premier qu'on veut, mais on veut juste que tu comprennes. C'est des enfants qui ont besoin de tendresse. Moi, je trouve que les petits, peut-être que tu auras cette chance-là, en tout cas, je te le souhaite. Avec ma nièce, on a eu plus facile à creuser l'abcès. Elle a plus vite montré ses sentiments et ce désir d'être aimée et chouchoutée parce que ça lui a manqué, elle a perdu sa maman. Avec mon neveu, c'était un peu plus compliqué. Dans le sens où il était froid. J'oublierai jamais une phrase qu'une des assistantes sociales m'avait dite. Elle m'a dit, si tu as envie de pleurer, pleure devant lui. Quand tu évoques son papa ou sa maman, si tu as envie de pleurer, pleure. Et on l'a fait. Un jour, bêtement, on a discuté, ils étaient là, et on a pleuré. Et il nous a dit, mais pourquoi vous pleurez? La petite, non. La petite, elle nous regardait, limite aussi avec les larmes aux yeux. Mais le grand, non. Très dur, une carapace comme ça. Je creuse pas, je ne montre pas mes sentiments. Et je pense que c'est comme ça qu'on lui a appris d'être. Donc,
tu dois être un homme. Tu pleures pas, tu montres pas tes sentiments. Et après 2 ans, maintenant il me parle, maintenant il m'explique les choses. Ça lui arrive de pleurer. C'est bête, hein, moi, la première fois qu'il a pleuré, j'étais heureuse. Hein. Qu'il verse une larme, j'étais heureuse. Ça voulait dire pour nous qu'il a ouvert, minime soit-il, une porte de sentiments, voilà. Et voilà, c'était très émouvant le retour. Voilà, les premières heures étaient très émouvantes. Ce sont ces personnes qui endoctrinent nos enfants en se servant de notre religion, en la déformant et en la détournant à leur avantage. Ils racontent n'importe quoi. Pour moi, l'islam n'est pas synonyme de guerre. L'islam signifie vivre en paix, adorer Allah, pratiquer sa religion, comme chacun en a le droit dans le respect de l'autre. Ni mes enfants, ni ne sont extrémistes ou radicaux. Je leur ai appris l'ouverture aux autres, à la différence, quelle que soit la couleur ou la religion. Mais hélas, ils ont été plus forts que moi pour l'avoir envoyé en Syrie en quelques mois. Je suis marocaine, musulmane. Extrait du livre « Le bonheur est parti avec toi ». Vous écoutez Prends-en de la graine. Syrie, l'indispensable rapatriement. J'ai encore 2 questions pour vous. La première, c'est la religion a une place immense dans les parcours de vie qui sont les vôtres. Et souvent, on fait appel à la spiritualité, à sa religion pour essayer de trouver du réconfort dans des situations difficiles, douloureuses, des épreuves auxquelles on est confronté. Ici, la religion, elle est à la fois pour vous, mais vous me dites si je me trompe, la possibilité de réconfort, mais aussi une part des causes, ou en tout cas son interprétation par certains, de ce qu'est votre douleur ou de ce qu'a pu être votre douleur. Comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça quand on a la foi et qu'on est confronté à ce paradoxe finalement entre cette possibilité de voir sa spiritualité, sa foi comme la source d'un mieux-être et puis de l'autre côté, la source d'un conflit. Moi, j'étais musulmane, on va dire, j'aime pas ce mot ouvert, mais mes enfants, ils ont toujours été plus, on va dire, dans l'islam. Je travaillais, j'étais active, je m'éparpillais, on va dire, je vivais la vie, tout, voilà, je me pensais qu'on allait vivre éternellement et tout ça. Et quand elle est partie, que je suis tombée dans une très grave dépression, l'envie de mourir, je n'étais plus moi-même, on a dû m'hospitaliser, je suis suivie par une psychologue, psychiatre et tout ça. Je ne pouvais plus entendre je ne pouvais plus écouter que Dieu me pardonne, alors que toute ma vie j'ai écouté les chants religieux, je ne pouvais plus, j'étais bloquée, j'avais un blocage sur tout ça, je ne voulais plus ni qu'on me parle l'arabe, non, ça me faisait mal, parce que pour moi j'associais le départ d'un à ça. Et un jour, qu'on me croit pas, c'était pendant le ramadan. Moi, c'est mon vécu. Hein. Je me souviens, j'étais assise dans ce fauteuil, j'ai cru que j'allais mourir, que mon cœur allait lâcher. J'ai vu quelque chose inexplicable, je ne peux pas le comprendre. Et c'est mes enfants qui me disent, maman, maman. Et je les regarde et on paraît que j'étais toute blanche. Mais moi, je vous assure, je suis pas folle. Je sais pas. Et à partir de là, je suis devenue plus stable, plus calme. Je me pose beaucoup de questions et tout ça. Et je me remets à Dieu. Je n'ai plus eu envie de mourir. Et maintenant, quand je me lève et tout, je dis toujours Alhamdoulilah, je me remets à Dieu. Je dis toujours Ya Rabbi, je me remets à Dieu. Moi, je vous dirais que on a une foi très forte dans la famille qui nous a beaucoup soutenus, énormément. Et j'ai jamais fait le lien entre le départ de mon frère et de sa femme avec ma foi ou ma religion. Maintenant, mon frère a pris une décision qui lui appartient, qui le regarde. Et moi, maintenant, ce qui m'importe, c'est le retour de ces enfants avec nous. Maman nous a éduqués de cette façon-là, en fait. Très, comme tu dis, j'aime pas ce mot ouvert, c'est pas du tout pour moi. On a toujours été très
Voilà, tu pratiques ta religion, c'est très bien, mais tu déranges pas les autres, en fait. Et nous, en fait, je sais que c'est très paradoxal et très compliqué à comprendre pour certaines personnes. Ils vont te dire, tu pratiques, alors pourquoi est-ce que ton frère, en plus moi c'est mon frère, est parti mais moi, c'est pas du tout comme ça qu'on voit l'islam, et c'est pas du tout comme ça. Et je n'associerai jamais, au grand jamais, l'islam à ses départs, à ce qui se passe en Syrie, à ce qui se passe dans le monde entier d'ailleurs. Je veux dire, vous ouvrez le Coran, c'est écrit clair que tu ne tues pas ton prochain, tu ne tues pas pour X ou Y raison. Voilà, donc j'ai envie de répondre à toutes ces personnes qui peuvent associer les départs en Syrie à l'islam. Informez-vous un minimum soit-il. Comment est-ce que vous voyez votre vie dans 5 ans ? Projetez-vous. Moi, à 5 ans, j'aimerais bien qu'elle soit près de moi, enfin la serrer contre mon cœur, surtout lui dire pardon, lui dire pardon, lui dire de ne pas avoir vu ce que les autres ont vu, ta faiblesse, qu'elle soit heureuse, enfin, qu'elle trouve la paix, qu'elle soit heureuse avec ses enfants, une famille normale, comme tout le monde, une maison, dans notre maison, manger tous ensemble, vivre, aller le chercher à l'école, entouré de mes petits-enfants, chanter, danser, manger, faire la fête, vacances, et que tout ça soit derrière nous. Mais jamais, jamais, jamais oublier ceux qui ont laissé leur vie là-bas. Ne jamais les oublier. Car ils sont c'est notre histoire. Ne les oublions jamais et que ça n'arrive plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Moi, dans 5 ans, je nous vois comme maintenant, en fait, comme depuis 2 ans. Avec mes neveux, c'était mon rêve le plus cher, parce que de toute façon, faire revenir mon frère ou ma belle-sœur, malheureusement, on sait très bien que voilà, c'est peine perdue. Et comme je dis à ma maman, plus jamais on se retrouvera tous les 5 autour d'une table. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Mais voilà, ils sont là, ils sont revenus. Et dans 5 ans, je me battrai, je continuerai à me battre pour eux, parce qu'au fond de moi, je suis comme une deuxième maman. Et voir leur intérêt avant tout, qui vivent leur vie, qui font leurs études, parce que c'est quelque chose auquel j'y tiens énormément, et ils sont très bien partis pour. Il n'y a pas d'autre mot en fait, moi, parce que voilà, maintenant ils sont là, donc c'est un peu compliqué de se projeter, mais on a appris à vivre au jour le jour, malheureusement avec tout ce qu'on a vécu. Et je leur, en tout cas à mes 2 neveux, je leur souhaite que du bonheur, que le meilleur, qu'ils laissent tout ça derrière eux, mais sans oublier. Parce qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, effacer ce qu'ils ont vécu. Comme je dis à mon neveu, ça restera une partie de toi, c'est une histoire, c'est 5 ans de ta vie et je ne te demanderai jamais de les changer. Mais à un moment, il y a un chapitre qui doit se fermer et un autre qui doit s'ouvrir et la vie continue. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci à toi de nous avoir donné la parole. Prends-en de la graine est un podcast du délégué général aux droits de l'enfant, réalisé par Christine Roisin et David Lallemand, avec l'aide de la SBL Comme un lundi. Prends-en de la graine. Les droits de l'enfant, expliqués aux petits et grands. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, Prends-en de la graine se poursuit en ligne sous forme d'une revue disponible gratuitement sur le site internet du délégué général aux droits de l'enfant à l'adresse www.dgde.cfwb.be.